Merci Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues. Une première remarque préliminaire, due à la réglementation nationale. Il apparaît un peu décalé d'évoquer la situation à fin 2017 lorsque nous nous apprêtons à débattre des orientations budgétaires pour 2019. Ce décalage interroge. Alors certes, l'article du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que préalablement au débat sur le projet de budget, le Président présente un rapport sur la situation en matière du développement durable, mais vous ne pouvez pas aujourd'hui nous présenter la situation de 2018 puisque nous votons le budget 2019 avant la fin de l'année 2018, ce qui nous empêche d'en faire le bilan. Alors ce décalage, qui n'est pas opportun finalement, nuit un peu à l'intérêt de l'exercice. Cela étant dit, Madame la Vice-Présidente, et je sais que vous êtes convaincu comme le Président de la Commission, ce rapport doit gagner en profondeur. Nous devons procéder à une évaluation des investissements verts que nous avons réalisés. Des premiers collèges nouvelle génération ont été livrés. Nous pourrions mesurer, après une année de fonctionnement, la réalité des économies d'énergie réalisées et ainsi en tirer des leçons sur les priorités à retenir pour les collèges à venir afin que les surcoûts choisis soient efficients. Et j'émets le vœu que le rapport sur le développement durable des actions 2018 puisse intégrer une première évaluation critique. C'est notre responsabilité. La transition énergétique, fortement d'actualité ces derniers jours, passera par une amélioration de la performance thermique des logements en n'oubliant aucun territoire. Nous avons depuis plusieurs années la délégation des aides à la pierre, mais nous n'avons pas été plus loin que ce qui se pratiquait avant cette délégation. Des intercommunalités ont la compétence habitat, mais ne voient pas le déploiement d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Notre bailleur départemental n'a pas décliné non plus une production de logements aidés sur l'ensemble des territoires de manière équitable, ne participant pas ainsi à la réalisation des objectifs fixés dans le SCOT Sud 54 et déclinés dans les plans locaux de l'habitat. Alors je ne doute pas qu'avec l'arrivée dans votre cabinet, Monsieur le Président, de celle qui a dirigé le SCOT Sud 54, cela va changer et qu'une dynamique tant attendue va être insufflée. Utilisons vraiment cet effet de levier puisque nous avons désormais cette délégation des aides à la pierre. Alors que 654 logements, vous l'avez rappelé Madame la Vice-Présidente, ont bénéficié des aides, en particulier de l'Agence nationale à l'amélioration de l'habitat, notre département a répondu à 4697 aides pour les impayés de fourniture d'énergie via le FSL. Le défi est immense. Vous imaginez 654, 4697. La lutte contre la pauvreté, mes chers collègues, passera aussi par une plus grande lutte contre la précarité énergétique des logements, participant à la précarité sociale. Et j'espère, Monsieur le Président, que le plan que vous nous proposerez lors de la session prochaine intégrera un volet logement, non seulement pour ceux en situation de précarité, mais aussi pour ceux qui pourraient le devenir avec l'augmentation constante des coûts de l'énergie. Madame la Vice-Présidente, il serait aussi intéressant de porter la valorisation des certificats d'économie d'énergie que d'autres collectivités ont mis en place, non seulement pour nos investissements propres, vous y travaillez, mais aussi pour les particuliers de notre département lorsqu'ils améliorent la performance thermique de leur logement. Enfin, vous avez souhaité développer le compostage collectif. C'est une très bonne chose. Cela permet de valoriser, dans le cadre du développement durable, les déchets de cantine et poursuivre ainsi le travail pédagogique et éducatif fait en classe. Et cela permet d'économiser approximativement, pour un collège par exemple comme Gerbet-Villers, près de 1 000 € de taxes d'enlèvement des ordures ménagères, soit le prix de 2 ordinateurs. Toutefois, il semble que ce développement soit freiné. En effet, la médecine de prévention de notre collectivité reconnaîtrait cette activité de compostage comme dangereuse pour les personnels. Le compostage aurait été suspendu par mesure de précaution parce que cette tâche serait trop fatigante. Bon, cet aspect peut être appréhendé en améliorant les postures et le matériel utilisé, mais plus préoccupant parce que les gaz de compostage pourraient être dangereux pour la santé. Alors pourriez-vous nous rassurer avec ma collègue Anne Lassus que à ce sujet, puisque tout se passe à l'extérieur, à l'air libre, et on aimerait faire en sorte que le compostage puisse être réactivé là où il a été suspendu. Je vous remercie pour votre attention.